L'une des échelles par lesquelles nous pouvons interpréter toutes ces sources, et je dirais même, à mes yeux, l'échelle par excellence avec laquelle nous pouvons interpréter toutes ces sources, j'aurais presque envie de dire la seule échelle dont nous ayons vraiment besoin, c'est la théorie freudienne. Freud, qui a beaucoup lu les Grecs et beaucoup lu les Juifs. Il était juif lui-même. Il tient tout un discours dans son dernier livre sur le judaïsme et sur l'origine du judaïsme, sur Moïse en particulier, bien évidemment. Mais il a aussi beaucoup lu les Grecs. Il a beaucoup lu Sophocle, il a beaucoup lu la philosophie grecque. Il connaissait parfaitement la philosophie. Enfin, parfaitement. À quelques détails près dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. La théorie psychanalytique, mais aussi la thérapeutique psychanalytique, c'est-à-dire la manière dont la psychanalyse, c'est avant tout une pratique médicale. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement constitué par une remontée aux sources. Quand vous allez voir un psychanalyste, c'est parce que vous avez besoin d'une échelle à poisson noétique que vous êtes, et là vous êtes un poisson noétique névrosé, et donc vous allez voir le psychanalyste qui va vous faire la courte échelle, si je puis dire. Pour remonter à quoi? Aux sources de votre inconscient, de vos traumatismes inconscients. Aux origines d'un traumatisme créé par une question quant aux origines en général. Car ça, Freud le dit très clairement, toutes les questions que se pose un être qui souffre de névrose rapportent toujours à la question de son origine. Et de son origine, papa, maman, est-ce que papa est bien mon papa, etc. Est-ce que maman m'aime, ce qui est une manière de remettre en question la mère elle-même, etc., etc. Mais ce qu'ajoute Freud, c'est que ça, c'est vrai, dans la mesure où, chez tous les névrosés en question, c'est lié à une sexuation de l'origine. C'est-à-dire au drame du fait que l'origine est toujours déjà deux origines, papa et maman. Y compris quand papa ou maman n'est pas là, bien entendu. La psychanalyse a quelque chose à voir avec la division du vivant en tant qu'il est sexué. Le vivant, à un moment donné, se divise en se sexuant. Ce n'est pas toujours vrai, hein. Il y a des êtres vivants qui ne sont pas sexués. Ah oui. Les protistes, comme on les appelle, les protozoaires, les amibes, ça ne sont pas sexués. Hein. Ils se reproduisent par parthénogenèse. Donc ils se coupent en petits morceaux, voilà. Et ils prolifèrent. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à Freud, dans un texte que je ne vais pas commenter à ce stade-là, mais je vais en commenter des bouts aujourd'hui, que ce sont en fait des êtres immortels, d'une certaine manière. Freud dit, si vous prenez une amibe, c'est un morceau de la première amibe, l'amibe n'est jamais morte. Il n'y a pas de mort chez les amibes. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a de la mort chez des amibes, parce qu'elles peuvent toutes mourir d'un coup, mais l'amibe qui arrive là, que vous voyez là, c'est un morceau d'une amibe qui est apparue il y a extrêmement longtemps, hein, il y a 3 milliards d'années. Donc ça fait 3 milliards d'années que les amibes se divisent. Enfin, bon, elles ont évolué, bien évidemment, mais que les protistes, disons, se divisent. Et ça, c'est l'origine de la vie sexuée. Les plantes, car les plantes, je vous le rappelle, sont sexuées, même si vous ne les voyez jamais copuler parce qu'elles ne copulent pas, justement, il y a des êtres sexués qui ne copulent pas, et puis il y a des êtres sexués qui ne pensent qu'à ça. C'est nous. En tout cas, c'est ce que dit Freud. Il et elle ne pensent qu'à cela. C'est aussi ce que dit le péché originel. C'est pas bien. À quoi penses-tu, Fred? Pour nous qui venons après Darwin, c'est-à-dire après les 7 jours de la création, hein, où on dit, bah non, c'est pas exactement, même ça ne veut pas dire que ça a perdu son sens, mais en tout cas, ça n'est plus une vérité absolument vraie, c'est une vérité religieuse, c'est-à-dire relative. Et après Freud, mais aussi après Husserl, Derrida, Jean-Pierre Vernant, notamment, pour nous, qui venons après tout cela et tant d'autres, l'inengendré, qui se nomme aussi dans le monothéisme le Tout-Puissant, et en cela l'infini, ça veut dire l'infiniment puissant, celui qui peut absolument tout. Et de temps en temps, on s'en prend à lui en disant, mais comment, toi qui pouvais tout, comment n'as-tu pas empêché cela? Il y a toujours, ça s'appelle la kénose, il y a toujours un moment où les croyants ne croient plus. Ils se disent, mais tu m'as trahi, tu m'as abandonné. Même Jésus dit cela. Ça, c'est très important. On n'en parle pas assez dans les églises, à mon avis. Mais bon,
Cet accès à l'inengendré est typique d'une société du livre, c'est-à-dire d'une forme de rétention tertiaire. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Le cours de l'histoire est constitué par des rétentions tertiaires. Ce qu'on appelle l'histoire, sans l'écriture alphabétique, il n'y en a pas. Et ce que les Juifs et les Grecs partagent, c'est le rapport à l'écriture alphabétique. Et c'est ce qui met précisément la rétention tertiaire au cœur de la question même de l'origine. C'est ce qu'on verra d'ailleurs, pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, en lisant Moïse et le monothéisme de Freud, où Freud dit la question de la psychanalyse, c'est la question de la transmission qui se produit depuis Moïse. Sauf qu'il oublie de voir que Moïse, c'est celui qui écrit, qui est dans l'écriture, et que sans l'écriture, il n'y a pas de Moïse, il n'y a rien du tout. Et ça, il ne le voit pas, Freud, et c'est très étonnant. Quoi qu'il en soit, si on dit que la rétention tertiaire est à l'origine du monothéisme, en tant que l'être, eh bien, cette origine est un défaut d'origine, puisque l'écriture est un pharmacone. Ce n'est pas une origine. Et ce pharmacone qu'est l'écriture peut produire aussi bien du symbolique, et le symbolique, dans le christianisme, ça désigne le Christ, tout simplement, puisque c'est un nom du Christ, le symbole. Le symbolique voulant dire chez les Grecs le rassemblement, l'unité, je dirais la fidélité entre les membres du cours, de ceux qui forment le cours, etc. Ça peut vouloir dire ça aussi bien que le diabolique, que j'emploie là au sens originel du terme, qui veut dire en grec dispersion, atomisation, et de ce point de vue-là, possible destruction en particulier, par exemple pour les Juifs, de l'unité du peuple juif. Mais pour les Athéniens, de l'unité d'Athènes. C'est ce qui conduit à la mort de Socrate, par exemple. Quoi qu'il en soit, ce défaut d'origine, ce défaut qui frappe Eros, je vous disais tout à l'heure, en parlant de Diotima, ce défaut d'origine, donc, c'est celui qui donne lieu, si on en croit aussi bien la Bible, d'ailleurs, que les Grecs, à soit Ève, soit Pandora. La voilà, Pandora. Et Pandora, c'est la figure, chez les Grecs, comme chez Freud, de la sexuation. Il n'y a pas de doute que ça, c'est une femme. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un travesti. Ouais, bon, d'accord. En tout cas, si c'est un travesti, il n'y a pas de doute qu'il affirme sa féminité avec une puissance inouïe. Et en particulier avec ses magnifiques pendentifs aux oreilles. Car Pandora est parée de bijoux, je vous l'avais déjà dit l'an passé, elle arrive au monde avec des bijoux, puisqu'elle est forgée, elle est faite par Athéna et Héphaïstos, couverte d'artifice. Elle apparaît couverte de parures. C'est-à-dire de fétiches. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit des fétiches? C'est-à-dire d'objets transitionnels et de pharmaca. Et ça, je n'ai pas le temps de dire tout ce que ça implique, ce que je viens de dire là, mais ce serait très important. Je vais y revenir un tout petit peu à la fin du cours. Dieu, comme père des créatures, dans le monothéisme, et dans le polythéisme, le Dieu des dieux qu'est Zeus, qui règne sur les immortels, Dieu, le Dieu unique dans la civilisation de la culpabilité, dont nous venons, nous les chrétiens et les juifs et les musulmans, et les dieux qui sont chez les Grecs les dieux de la civilisation de la honte, où il n'y a pas de culpabilité, mais où il y a de la honte. Et moi, je penche pour la honte. Je suis contre la culpabilité. Tout contre. Dans tous les cas, que ce soit le Dieu unique ou les dieux de la Grèce, ils sont ce que tout fils projette comme conférant leur autorité aux mortels de sa filia, et en particulier l'autorité de son père. Un fils, qu'il soit d'une société polythéiste ou d'une société monothéiste, hérite de l'autorité des dieux à travers la figure de son père. Comprenez-moi bien, quand je dis son père, ça peut être sa mère. Depuis Donald Winnicott, on sait très bien que le père peut être la mère et la mère le père. C'est pas du tout alors là, pour le coup, ce n'est pas une question de sexuation. Et on sait encore mieux que toute mère a un père en elle et tout père a une mère en elle, quand c'est un bon père ou une bonne mère. Quoi qu'il en soit,
à travers les dieux chez les Grecs ou le Dieu chez les Juifs, la question c'est le Père. Zeus aussi, on l'appelle le Père. Il n'y a pas que dans le judaïsme et dans le monothéisme qu'on dit que le Dieu des dieux est le Père. Chez les Grecs aussi, on dit cela. C'est le Père. Et ce Père donne sa toute-puissance, à travers la toute-puissance qu'il donne à un Père qui est pieux, à condition qu'il soit pieux, bien entendu, ça lui confère son autorité de Zeus, passe dans le Père qui, du coup, peut élever son Fils. C'est la question de la transmission de l'autorité qui est derrière tout cela. Et cette transmission d'autorité suppose une projection, c'est-à-dire que je dois projeter dans mon Père l'image du Dieu, du divin, du sacrifice, etc., etc. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais s'il n'y a plus de Dieu, si Dieu est mort, qu'est-ce qui se passe? On va y revenir. Et justement, c'est ça qui fait réfléchir Freud. Avec Freud, cette projection qui fait que le Fils projette une autorité dans le Père qui lui vient de je ne sais pas où, de l'inengendré en fait, c'est-à-dire du désir, de l'infini du désir. Cette projection, qui est aussi la projection de ce que Jacques Lacan appellera le symbolique, avec Freud, cette projection devient l'objet d'une étude clinique, médicale, thérapeutique et scientifique. Et elle commence en 1895 avec 2 textes fondamentaux. Les études sur l'hystérie, où on étudie un peu ce qui peut arriver à une dame comme ça, et qui d'un seul coup peut se retrouver bloquée, ne plus pouvoir marcher, être paralysée par l'hystérie, ça existe, ça a été étudié par Charcot, Breuer et Freud, dans ce livre-là notamment. Et un autre texte qui s'appelle « L'esquisse pour une psychologie scientifique », où Freud fait la première théorie vraiment scientifique du cerveau, qui est aujourd'hui, avec les découvertes de la neuroscience contemporaine, très activement réactualisée. Et ça, c'est très intéressant. Je ferme cette parenthèse. On a oublié ce côté que Freud s'intéressait beaucoup aussi à ce qui se passe dans le cerveau, et pas simplement à ce qui se passe dans le langage. Et c'est bien dommage qu'on l'ait oublié. Mais ça va revenir. Ensuite, Freud publie 2 textes très, très importants. Un qui est, je crois, de 1901, c'est l'interprétation du rêve. Enfin, oui, ça paraît en 1900. Et un autre, c'est le plus connu, je crois, c'est les 3 essais sur la vie sexuelle. C'est le texte qui fait scandale, puisque Freud dit que les petits-enfants eux-mêmes ont une vie sexuelle. Mais dans ce livre-là, dans les essais sur la vie sexuelle, Freud pose une question extrêmement importante, qui est celle du fétichisme. Fétichisme qui, pour moi, renvoie à la question de la rétention tertiaire. Mais je n'ai pas le temps de le développer. Quoi qu'il en soit, si je vous parle de tout cela, et je pourrais vous parler d'un certain nombre d'autres livres, comme Totem et Tabou, etc., je vais y revenir, eh bien c'est parce que, en 1920, paraissent des textes qui sont rassemblés en français sous ce titre-là, Essais de psychanalyse, et qui sont un coup de théâtre dans l'histoire de la psychanalyse. Et que malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils constituent un coup de théâtre. Dans ces essais, dont le premier date de 1920 et le dernier de 1923, Freud remet en question ces analyses précédentes. Non pas, quand je dis qu'il les remet en question, il ne dit pas tout ça c'était, je m'étais trompé, etc. Non, il ne dit pas qu'il s'était trompé, mais il se dit qu'il faut réinterpréter l'ensemble et qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit constituer une nouvelle théorie de la libido. Cette théorie de la libido, c'est une théorie qui consiste à distinguer la libido des pulsions. Dans ce livre-là, Freud dit, en fait, la libido, ça n'est pas les pulsions, c'est l'économie des pulsions qui permet de détourner les pulsions de leur but et de transformer l'activité, l'énergie pulsionnelle en un investissement qui ne vient pas satisfaire la pulsion, mais le désir. Ce que lui, il appelle la libido. Alors, vous allez me dire, mais so what, comme on dit en anglais? Où veut-il en venir? Quel est le rapport avec la République de Platon? Eh bien, vous allez le voir maintenant. Dans le cours précédent, je vous avais dit que Freud s'intéresse lui aussi au saumon, vous vous souvenez? Au saumon et plus généralement aux animaux migrateurs. Ceux-là, ils sont passés au-dessus du moulin d'Épineuil il y a 2 ans et demi. Ce sont des grues. Freud disait, les animaux migrateurs, les saumons, les grues et tout cela, ils reviennent toujours là où ils sont nés. Il le dit là. Je vous avais d'ailleurs, je crois, montré cette page déjà l'autre fois. Et il fait un rapport avec l'embryologie, ici, avec l'embryologie qui, depuis les découvertes d'un embryologiste aujourd'hui contesté d'ailleurs qui s'appelle Haeckel, montre que le vivant récapitule tout le cours de la vie à travers ce qu'on appelle la récapitulation embryonnaire. Ça, c'est une
reconstitution par Haeckel de l'embryogenèse. Voilà, ça c'est des organismes élémentaires. On voit que progressivement, on rejoint, à travers le fœtus de l'animal, de l'être humain, c'est un fœtus humain, on reparcourt. Alors évidemment, ce qui choque beaucoup là, c'est il y a un cochon. Hein, on reparcourt toute l'histoire. Bon. Les néo-créationnistes, vous savez qui sont les néo-créationnistes? Ce sont ceux qui interdisent l'enseignement de Darwin aux États-Unis, parce que soi-disant ce serait diabolique, la théorie de Darwin. Les néo-créationnistes, il y en a en France. Et si vous allez sur leur site, sur un de leurs sites, parce qu'il y en a beaucoup, vous trouverez cela, qui montre que les dessins de Haeckel sont faux et que la vraie embryogenèse, c'est celle-là. Et ils n'ont pas tort d'ailleurs. Sauf que même s'ils n'ont pas tort, je ne crois pas que ça change grand-chose à ce que dit Haeckel, parce qu'il n'y a pas de doute que l'embryogenèse, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre qu'une forme de la morphogenèse, qui vous montre par exemple comment d'un crâne très quasiment canin, c'est-à-dire de chien, à notre crâne, il y a aussi une morphogenèse. Et c'est ça que Haeckel voulait montrer, tout simplement. Et c'est ça que dit aussi Freud. C'est-à-dire, et Freud dit, si nous voulons nous pencher sur notre vie intime, il faut que nous essayions de comprendre pourquoi les animaux remontent toujours à leur origine et que nous reparcourons toute l'histoire, nous récapitulons au cours de notre genèse, de notre développement psychique, finalement tous les stades de l'humanité antérieure et même de la vie antérieure. Cette question, Freud va la creuser plus tard, en 1937, dans ce livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle « L'homme Moïse et la religion monothéiste ». Et là, il va essayer de faire une phylogenèse de l'inconscient. Une phylogenèse au sens où en biologie, la phylogenèse, ça décrit précisément comment se transmettent de génération en génération des caractères, qui ne sont pas épigénétiques, ça, ce sont des traits spécifiques à tel ou tel individu ou à tel groupe, mais qui sont spécifiques, c'est-à-dire qui sont portés par l'espèce en entier. Et Freud va essayer de reconstituer en 1937 finalement l'origine de la névrose elle-même, en essayant de remonter aux sources, en passant d'ailleurs en 1911 par Totem et Tabou, un livre où j'ai essayé de montrer que dans ce Totem et Tabou, Freud ne voit pas très bien finalement pourquoi les fils à un moment donné décident de tuer le père. Il dit c'est comme ça que le père devient un père, il faut que ses fils aient voulu le tuer. Et moi j'avais soutenu que c'était parce que eh bien, la technique apparaît. Et que pour tuer son père, il faut être doté d'une technique. Seuls les techniciens tuent leur père. Alors,